Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de la Prairie. Aujourd'hui, mardi, le 18 octobre 2022, il est 19h30. On va commencer tout de suite. Maître Patton, est-ce que vous confirmez que nous avons quorum? Absolument, le quorum est atteint. Nous pouvons débuter la séance. Alors, merveilleux. Avant de passer à la première période des questions, je dois peut-être partager une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Mais l'interdiction de virage en U au coin de Tachereau et Saint-Jean a été retirée. Donc, à noter. Et puis, je dirais, je vais inviter tous ceux qui ont reçu des contraventions à communiquer avec la Cour municipale. La deuxième chose, avant de passer à la période des questions, j'aimerais revenir quelques instants sur le golf. Est-ce que ce serait possible de projeter à l'écran le plan d'urbanisme, en fait, le PPU? Et en fait, je vais juste me déplacer. Un peu l'écran en même temps. C'est un micro. Musicien. La raison pour laquelle j'amène ça à l'écran, je pense que c'est quand même très important. Comme je dis, on va revenir sur le sujet du golf. Donc, c'est important de comprendre qu'en 2016, il y a eu des consultations publiques. Suite à ces consultations publiques, il y a un PPU, un plan d'urbanisme, qui a été déposé. Et c'est sur la base de ce plan d'urbanisme que la Ville s'est engagée avec le promoteur dans un protocole d'entente. Le protocole d'entente, je le rappelle, a été signé en octobre 2017, 3 semaines avant les élections municipales de 2017, mais a été signé le 16 octobre 2017. Et c'est sur la base de ce plan d'urbanisme. Et c'est important de comprendre la raison pour laquelle je vous mets ça à l'écran aujourd'hui. C'est important de comprendre que la finalité du projet, elle est là. Je sais qu'il y a des gens qui ont été surpris, choqués de voir qu'il y a eu des coupes d'arbres, mais vraiment, j'insiste sur le fait, comme vous pouvez voir à l'écran, dans les arbres qui étaient voués à rester, il y a ceux qu'on voit le long du sentier du Rhône ici, et il y a ceux qu'on voit autour du plan d'eau principal. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez, c'est des rues, c'est des habitations. Les seuls arbres qu'il y a là, ce sont le long des rues et des habitations, les arbres que le promoteur s'est engagé à planter. Et sur le bord, on en voit quelques-uns ici du côté de l'incitatif. C'est ça, oui. C'est ça. Ça reste. Mais sinon, tout le reste était voué à être rasé. Comme je vous dis, ça, c'est la finalité du projet. Et aussi, maintenant, par rapport au constat d'infraction qui ont été émis, puis il y a des gens qui ne comprennent pas encore, qui se posent des questions encore. Qu'est-ce qui se passe avec les constats d'infraction? Est-ce que la Ville, qu'est-ce qu'elle va faire avec, comment on appelle ça, l'avis de cessation des travaux qui a été envoyé au promoteur? Et là aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que le promoteur, en mars 2022, il a déposé une demande pour couper des arbres. On parlait de 200 arbres dans sa demande. Mais sa demande ne visait qu'une partie de la totalité du projet. Si le promoteur avait déposé une demande qui avait inclus tout le projet, la Ville n'aurait pas eu le choix que d'accorder cette demande. Encore là, tout ça, c'est en lien avec le protocole d'entente qui a été signé en 2017. Donc, étant donné que le promoteur n'a déposé sa demande que pour une zone, une partie du projet, bien, la Ville fait ce qu'elle a à faire et donc elle émet des constats d'infraction de 500 $ par jour. On s'entend que c'est un montant qui est peut-être un peu dérisoire pour un promoteur, mais peu importe. Donc, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, la Ville émet des constats d'infraction. Si le promoteur, demain matin, arrive et dépose une demande conforme et complète pour tout ce qui reste, finalement, la Ville n'aura pas le choix que d'acquiescer à sa demande. Donc, on en est là aujourd'hui. Le promoteur conteste les avis d'infraction et il conteste l'avis de cessation des travaux qui lui a été signifié. Et ultimement, c'est un juge qui décidera. Donc, je pensais que c'était juste important de prendre quelques minutes pour revenir sur ce dossier-là, le dossier du golf. J'espère que ça vous éclaire un peu.
On va passer à la période des questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, on pourra revenir là-dessus. Et soit dit en passant, le moratoire tient toujours, je tiens juste à le préciser. Donc, le moratoire continue de s'appliquer sur le projet du Golfe comme sur l'ensemble de la municipalité. Alors, oui. Alors, on va donc passer à la première période des questions. Juste pour être certain que la période des questions ne dérape pas trop, je tiens juste à rappeler un peu qu'on a une régie interne à la Prairie. Ça, c'est une régie interne qui est là depuis plus d'une dizaine d'années. Et je voudrais juste peut-être prendre la peine de la relire avec vous, comme je vous dis, pour s'assurer que la période des questions ne dérape pas. Donc, on vous demande de poser une seule question à la fois. Une fois que tous les gens auront posé des questions, si vous voulez revenir poser une deuxième question, il n'y a pas de problème, on vous invitera à le faire. La première période des questions dure 30 minutes, la deuxième aussi va durer 30 minutes. La procédure à suivre, la personne qui pose une question doit décliner son nom, son adresse ou son district. Vous n'avez pas à donner votre adresse si ça ne m'intéresse pas, si vous ne voulez pas, vous pouvez juste mentionner votre district. Et la question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. Dans le décorum, il est interdit de troubler l'ordre de la séance de la façon suivante, en utilisant un langage grossier, injurieux, violent, ou en blessant ou en diffamant quelqu'un, en s'exprimant sans avoir obtenu au préalable l'autorisation, en posant un geste vulgaire, en interrompant quelqu'un qui a déjà la parole, en entreprenant un débat avec le public ou en ne se limitant pas au sujet en cours de discussion. Je tenais tout simplement à rappeler, histoire de garder un décorum pendant la période des questions. Et d'ailleurs, je pense que, Madame Leclerc, on a reçu des questions. Je pense avoir répondu à une des questions, d'ailleurs, avec la petite mise à jour au sujet du Golfe. Tout à fait. Alors, on a reçu, en fait, 3 questions de 3 personnes différentes. Donc, la première question provient de Mme Geneviève Boivin, qui demeure sur la rue Pierre-Bourdeau et qui se demande quand auront lieu les consultations aux citoyens concernant la relocalisation des 2 parcs canins qui ont été fermés dans le Grand Boisé et dans le quartier du Maire. Il serait bien que nous ayons d'autres options que celui derrière la bibliothèque qui est trop loin du Grand Boisé et beaucoup trop bruyant. Alors, merci, Mme Boivin. Donc, effectivement, suite à la fermeture des 2 parcs canins, le Conseil a demandé à l'appareil municipal d'identifier des sites alternatifs. Et donc, ça, c'est chose faite. De mémoire, je pense que c'est une demi-douzaine de sites alternatifs qui ont été identifiés. Donc, la prochaine étape dans ce processus-là, c'est de confirmer la viabilité des sites. Et effectivement, ensuite, ça va être entamé un processus de consultation publique. On espère le faire en 2023. Madame Leclerc? Oui, donc la deuxième question provient de Mme Joanne Grégoire de l'avenue Belle-Dame. Est-ce qu'il existe une loi de la Ville pour le bruit que font plusieurs véhicules automobiles? Comment pouvons-nous avoir une qualité de vie lorsque ces véhicules nous empêchent de dormir, de tout simplement parler au téléphone, d'écouter la télé, etc.? Oui, alors Mme Grégoire, effectivement, oui, je confirme qu'on a un règlement à la Ville sur les bruits et les nuisances. Le problème, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de voitures modifiées qui sortent, on appelle ça stock, là, mais elles sortent du concessionnaire avec le tuyau d'échappement qui est modifié. Et quand la voiture sort comme ça du concessionnaire, malheureusement, les policiers ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas agir. Là où les policiers peuvent agir, cependant, c'est quand les tuyaux d'échappement sont modifiés maison, je vais le dire comme ça. De nos jours, ça a l'air qu'en allant sur YouTube, c'est assez facile de trouver des façons de modifier son muffler en bon français pour que ça fasse du bruit. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Grégoire, mais oui, donc on a un règlement sur les bruits et les nuisances, mais malheureusement, quand les voitures sortent du concessionnaire, comme ça, avec les mufflers modifiés, les policiers ne peuvent pas agir. La troisième question de M. Sébastien Labranche, donc, qui va comme suit. Le 5 octobre dernier, j'ai été avisé par le système d'alerte automatisé de la Ville d'un bruit d'aqueduc dans le secteur de la Clairière. Le bruit était à l'angle de la rue François-Lebert et Ernest Rochette.
Ce bris s'ajoute aux précédents bris d'aqueduc survenus dans les derniers mois, en plus des refoulements d'égouts survenus chez de nombreux citoyens du même secteur les 25 juillet et 13 septembre derniers. Depuis ces événements, le service des travaux publics de la Ville mentionne être en collecte d'informations. Quel est l'état d'avancement de la collecte de données? Quand les citoyens seront-ils informés des résultats de cette collecte de données? Quand est-ce que des travaux temporaires puis permanents seront entrepris par la Ville pour résorber définitivement les problèmes d'aqueduc et d'égouts du secteur de la Clairière, grandement affectés par ces derniers? Les résidents sont en attente de réponse de la part de la Ville depuis près de 3 mois et les incidents se multiplient entre-temps. Madame Leclerc, étant donné que je pense qu'on est dans votre champ d'expertise... Tout d'abord, en fait, pour répondre à M. Labranche, pour ce qui est du bris d'aqueduc, c'est un bris d'aqueduc mineur, comme il s'en produit, en fait, dans plusieurs secteurs de la Ville, quelques fois par année. En ce qui a trait maintenant à la collecte de données, effectivement, la Ville est en collecte de données. Elle a fait un recensement sur les secteurs, les maisons qui ont été touchées par les derniers refoulements d'égouts. Suite à ça, en fait, il y a l'analyse du réseau qui doit être faite pour identifier, en fait, les vulnérabilités ou les failles du réseau, le cas échéant. Et une fois que ça sera connu, il y a une recommandation au Conseil qui sera faite quant à la teneur des travaux à faire. Merci, Madame Leclerc. J'espère, M. Labranche, que ça répond à votre question. Maintenant, on va passer à la période des questions dans la salle. Je vous invite à venir au micro, décliner votre nom, soit votre adresse, soit votre district. Merci. Mon nom est Charles Sénéchal, de la Sistière, sur rue Patrick McGee. Là, Oui. J'aimerais revenir sur votre présentation. Les 500 $ qu'on applique à chaque jour, c'est en relation de... Avec le fait que la demande pour couper des arbres est non conforme. Il n'en coupe plus des arbres, je comprends bien, là. Mais ça reste... Ça reste que la demande qu'il a déposée est non conforme. est non conforme. Oui. Donc, Exactement. ça va continuer... Jusqu'au jour où il dépose une demande conforme, la Ville va continuer à... Parce que vous voyez comme moi, ils font fi de Tout à fait. vos recommandations. Tout à Et fait. moi, je me demande, est-ce qu'ils vont arrêter? Ça, c'est une autre question. Je pense que c'est un gros bonhomme, là. C'est gros, là. Et puis, est-ce que j'espère que vous avez des moyens ou des preuves suffisantes pour arriver à bout de chemin pour dire, bon, OK, on ne paye pas 75 millions, mettons. C'est ça qui est ma préoccupation. Ça va continuer, ça. Est-ce que vous avez... Bien, je suis sûr que vous n'êtes pas obligé d'en révéler les contenus de votre preuve, mais j'espère, en tout cas, que vous avez quelque chose d'argument assez fort. Ce que je peux vous dire, c'est que on est en train de revoir nos règlements d'urbanisme. Et je peux vous dire qu'effectivement, le but de tout ça, c'est de donner plus de dents à la Ville dans des situations où le promoteur ne respecte pas les permis qui lui sont accordés. Je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre et je reviendrai plus tard. Merci. Merci, M. Sénéchal. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers. Lynne Martin, je demeure sur la rue François-Lebert. Juste pour préciser la question de Sébastien Labranche, il avait demandé au niveau du délai. Alors, ce n'est pas une de mes questions, là, c'est juste pour dire qu'il y a une partie de sa question qu'on n'a pas répondu, parce que lorsqu'on dit qu'il y a des vulnérabilités au niveau du système, au niveau de la rue François-Lebert, on va faire des recommandations, on est en train de regarder les solutions possibles. Ce que les citoyens veulent savoir, parce que c'est depuis le 25 juillet, on peut avoir une idée du délai à court terme? Combien de temps on va attendre avant qu'il y ait des actions qui soient posées? Je comprends qu'on ne peut pas dire précisément, mais on peut donner un aperçu. Moi, la question que je veux poser, c'est lorsqu'il y a eu les consultations au niveau du projet TOD, on parlait de 1800 portes. Puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'on était rendu à 2500. Là, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le 1800 et le 2500, parce que s'il y a eu des ententes, des protocoles d'entente, quand est-ce que ça a été augmenté? Puis si on a augmenté le nombre de portes, est-ce que c'est au niveau des semi-détachés, des édifices en hauteur? C'était la question que je me posais. Effectivement, vous avez raison, Mme Martin. Lors des premières soirées d'information en 2015, il était question de 1850 portes. Et ensuite,
suite au processus de consultation publique, le plan d'urbanisme que je vous montrais tantôt, le PPU qui a été déposé, inclut 2000, je pense que c'est 2400 portes de mémoire. C'est le projet, alors qu'on se parle aujourd'hui, est un projet de 2400 portes. Le promoteur a fait une demande pour augmenter le nombre de portes à 2800 portes, mais ça, pour le moment, c'est une demande qui est en suspens et qu'on va traiter en temps et lieu. Gisèle Gauvin, 205 François Lebert. J'aimerais vous parler du règlement 1248-07. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui sont au courant c'est quoi le règlement. Ça concerne l'anti-clapet et la pompe submersible qui a été exigée depuis le 22 janvier 2008. La première date était le 28 janvier 2020. Ça a été rapporté au 28 janvier 2021. Et là, la date est tombée, soit le 28 janvier 2022. Moi, je demeure à cet endroit, à 205 François Lebert, depuis plus de 37 ans. J'ai jamais eu une goutte d'eau au sol. Là, ça fait 2 événements qui arrivent. La Ville m'a répondu, le service du greffe, disant que ma demande était rejetée. 2 fois, les travaux publics sont venus à la maison. Tout avait l'air super beau, mais quelques jours plus tard, suite à ma première demande de réglementation, j'ai reçu une lettre du greffe me mentionnant que ma demande de réclamation était rejetée. J'ai su par la suite que c'était parce que je n'avais pas la pompe plus l'anti-retour. Mais moi, je peux vous assurer, dernièrement, j'ai eu un brunch avec des amis. Nous étions 15 propriétaires de la prairie. Et sur les 15, il y en avait 3 seulement qui en avaient entendu un peu. Il n'y a pas eu d'article autre que dans le Reflet, mais en 2021. Il n'y a rien qui a été dit. Moi, je n'ai rien vu sur l'infolette non plus. Fait que les gens, ils disaient, c'est impossible, ça se peut pas. Notre maison a été construite en 86, 90. On n'est pas tenu de faire mettre la porte anti-retour et la pompe submersive. Excusez-moi. Oui, je comprends ce que vous dites. Écoutez, je n'étais pas là quand ces règlements-là sont passés, mais j'habite à la Prairie comme depuis assez longtemps. Bon, je sais que moi, je les ai vus passer. Je ne peux pas vraiment commenter sur qu'est-ce qui a été fait ou pas fait à cette époque-là, mais à ma connaissance, la Ville a fait ce qu'elle avait à faire pour que les gens sachent que ce règlement est en place. Donc, l'obligation d'avoir une plomberie conforme avec, comme vous dites, un clapet anti-retour et une pompe submersible. Je pense que, de mémoire, mais là, je n'ai pas les dates précises, je pourrais toujours vous revenir là-dessus, mais je pense que ça a été diffusé. Il y a un article qui est paru dans le... Malheureusement, je n'ai pas la date, mais c'est le seul article, à ma connaissance, qui a été publié dans le journal Le Reflet. Et comme je vous dis, les gens ne semblent pas être au courant, pas du tout. Est-ce que ça semble être, étant donné que vos assurances vous ont demandé que les citoyens aient une pompe et le fameux clapet anti-retour, que vous n'en ayez pas parlé, que ça couvre peut-être... c'est un sous-entendu peut-être, mais vous saviez probablement avec ce qui s'en venait, les 2 refoulements, qu'il y aurait beaucoup de demandes, des gens qui ont eu des problèmes d'eau, puis que la demande était pour être rejetée, étant donné qu'ils n'ont pas l'anti-retour et la pompe submersive. Oui, en tout cas, mais comme je vous dis, j'ai pas de réponse spécifiquement pour les dates. Le projet de règlement, en fait, a fait l'objet d'une consultation publique. De mémoire, c'est en 2019, si je ne me trompe pas. Donc, écoutez, les citoyens ont pu se prononcer sur l'adoption de ce règlement-là, en fait, qui est une mise à jour, c'est une mise à jour réglementaire. Parce que la première date était le 28 janvier 2020, puis par la suite, à cause de la pandémie, ça a été reporté. Le Conseil a décidé de donner une période de grâce, effectivement. C'est ça, effectivement, nous l'avons eu, mais
si vous dites en 2019, on est rendu en 2022, c'est sûr et certain que les gens ne se gardent pas des notes suite à un article qui est paru dans le Reflet. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire un article à ce sujet-là? Ben, je pense qu'on pourrait demander à notre service des communications d'émettre un rappel sur le règlement. Et c'est quelque chose que certainement on pourrait faire. Parfait. Merci OK. bien. De rien. Mesdames les conseillers, bonjour Monsieur le maire, je m'appelle Michel Lebert, je reste sur la rue Damier-Argenté. Lors des événements du 17 septembre, on s'est rendu compte, plusieurs voisins, que les systèmes d'égouts pluviaux avaient de la misère à prendre le débit, c'est-à-dire que, vous savez comment sont faits les quadruplex, là, Oui. le niveau d'eau a monté à mi-chemin entre notre garage et puis le trou d'homme. Donc il ne restait plus grand place. Et on peut penser que s'il y avait eu plus que 75 mm, nos garages auraient été inondés par... alors vu que ça, c'est des choses relativement modernes, alors on a les clapets anti-retour, on a tout ça. Je reviens encore à la charge par rapport à le drainage de tout ce qu'il y a sous la ligne d'Hydro-Québec. À l'époque, la ville de La Prairie a essayé de s'accommoder avec le gouvernement fédéral pour stabiliser un peu tout ça, pour être capable de développer plusieurs phases de symbiosité. On s'aperçoit aujourd'hui, en discutant avec des biologistes, que les étangs qu'il y a là commencent à s'assécher. Donc on voit moins de couleuvres, on entend moins de grenouilles. Alors la question que j'ai à poser, c'est est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement fédéral, surtout avec les biologistes, pour savoir s'il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là, si vous pouvez aider à sauvegarder la rainette Faugrillon, et si vous avez donc accès à ces informations-là, pour voir si vous pouvez essayer de régler ce que je soupçonne est un problème de drainage. On dirait que ce qui est sous la ligne de l'hydro est en train de se drainer dans votre réseau pluvial. Merci et bonne soirée. Merci. Ce que je peux vous dire, j'en suis à peu près certain, je pense qu'il y a pas un décompte, on appelle ça un recensement des rainettes. Je pense que c'est fait annuellement. Je pourrais vous le confirmer, mais je suis à peu près certain qu'il y a un décompte des rainettes annuel qui est fait. Maintenant, par rapport au drainage, bon, je reviens sur le fait que, bon, on parle d'une pluie centenaire qu'on a eue le 13 septembre. Et il y a plusieurs villes au Québec où les gens ont subi des refoulements dus à ces pluies-là. Nous, on a des égouts qui coulent à l'année longue. On l'entend, on le voit, ça coule. Alors qu'il peut y avoir 4-5 jours de sécheresse et ça continue à couler. Et ça, d'après moi, c'est pas normal. Je suis sûr qu'on pourra... Je sais que les équipes sont en train d'analyser les vulnérabilités, je dirais, à différents endroits du réseau. Madame Leclerc? Je vais regarder avec les équipes demain pour la rue Damier-Argenté. 740. 740. Bonjour, Brigitte Morin, rue Saint-Henri. C'est ma première séance de conseil municipal, donc peut-être que vous en avez parlé avant, fait que vous me direz si je suis hors d'ordre. Dans un point de vue écologiste, est-ce que le conseil municipal a pensé à faire un règlement pour abolir les sacs des Publisacs ou c'est pas dans les livres ou... C'est drôle de vous parler de ça parce que effectivement, c'est un sujet qui va être abordé à la MRC de Roussillon. Et donc, dans une prochaine séance d'études, le conseil va devoir se pencher sur l'avenir des Publisacs, non seulement à La Prairie, mais comme je vous dis, dans toute la MRC. Ce sera un règlement qui va aller sur plus la MRC que aller spécifiquement juste ville par ville. Oui, c'est ça. Peut-être.
Peut-être. Peut-être, à suivre. OK, Chaque ville de la MRC pourra avoir ses propres règlements, mais comme je vous dis, c'est le Conseil des maires de la MRC va se pencher sur ce sujet-là à la prochaine rencontre. Merci. De rien. Permettez, ce que j'ai lu, c'est qu'ils vont servir des postes pour livrer les publicitaires. Oui. Oh! Lynn Martin, de la rue François-Lebert. Je reviens sur l'intervention de Gisèle. Je suis un peu étonnée de la réaction là, des gens ici présents lorsqu'on parle qu'il y a des citoyens qui ne sont pas au courant, qu'il y a un règlement, puis il faut qu'ils installent une pompe submersible. Moi, je pense que c'est votre réaction qui m'étonne. D'abord, on se dit, parce que ça, des fois, c'est la réaction des employés municipaux. Le règlement est passé, on a fait notre règlement, on a fait ce qu'on avait à faire, puis là, ben, c'est aux gens à être au courant. Ce qu'on dit, c'est qu'il y en a plusieurs, de nombreux citoyens qui ne sont pas au courant, surtout des gens qui ont eu leur maison construite comme moi en 1986. Puis je me dis, même à ça, j'ai fait plusieurs consultations au niveau de plombiers spécialisés, puis ils me recommandaient de ne pas installer de pompe submersible chez moi. Et j'ai dû en installer une pour me protéger du refoulement d'eau qui vient de la ville. Parce que je trouve ça étonnant, puis j'ai même écrit à ce sujet-là, c'est pas juste de savoir qu'il y a un règlement. Moi, je veux savoir les tenants et les aboutissants du règlement. Pourquoi il faut qu'on installe une pompe? Parce qu'on a des avis professionnels qui nous disent de ne pas en installer parce que ce n'est pas nécessaire, parce qu'on a des clapets anti-retour. Puis là, on est prêt pour l'installer. Puis là, imaginez dans une maison déjà construite, ça se place pas n'importe où, que quand on construit une nouvelle maison. Donc, moi, c'est pas juste, bien là, on vous informe que vous êtes obligé. Je veux savoir pourquoi, puis qu'est-ce que ça me donne de plus à moi. Puis de me faire dire, bien, vous savez, nous, on a fait nos devoirs, on a informé, puis tout ça. Non. Moi, j'ai l'impression, ben, en tout cas, je crois que les élus municipaux puis les employés municipaux sont au service des citoyens. Puis là, il y a des citoyens qui ne sont pas au courant, qui se posent des questions, puis qui ont le droit d'avoir des réponses à leurs questions. Ça, c'était comme un commentaire. La question que j'ai à vous poser aussi, c'est derrière chez moi, il y a une partie du golfe. Puis lorsqu'il y a des pluies, je ne parle pas d'une pluie centenaire, là. Je parle de la pluie de jeudi soir en vendredi, là. Jeudi soir. Il est tombé 35 à 40 mm d'eau. Bien, il y a des endroits, là, qui s'étaient inondés, plein d'eau. Alors là, les citoyens qui demeurent juste derrière ça, ils commencent à se poser des questions. D'abord, est-ce qu'il y a des stations de pompage qui fonctionnent? Parce qu'il y en avait avant dans le Golfe. Est-ce qu'il y en a encore des stations de pompage qui fonctionnent? Qu'est-ce qui arrive avec cette eau-là qui va vouloir sûrement se trouver un chemin, qui va aller au niveau de la nappe phréatique? Est-ce qu'elle va se retrouver en dessous de ma dalle de béton chez nous? Puis à ce moment-là, on a vu qu'il y avait un camion qui est venu, qui a creusé une tranchée pour que l'eau circule. Il va laisser ça dans quel état, lui, le promoteur, qui est en train de remblayer? Parce que de l'eau, il va en avoir encore. Fait que ça, c'est des questions. Puis je ne veux pas me faire dire, bien, j'aimerais avoir des réponses, là. Fait que si vous ne pouvez pas m'en donner aujourd'hui, bien, j'aimerais qu'on nous rappelle, qu'on nous dise, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Parce que même si j'ai une pompe, si l'eau qui est en arrière, ça va dans la nappe, elle s'en met sur ma dalle de béton, ma pompe, elle ne fournira pas. Puis là, je vais pouvoir poursuivre la ville, parce que là, je l'ai, ma pompe. Excusez-moi, à nouveau. Oui. Lynn parlait de l'eau qui s'était effectivement ramassée sur le golfe. C'est ma résidence en arrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais eu une goutte d'eau. J'ai fait installer ma pompe et mon clapet anti-retour. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a plu, puis c'était pas une pluie torrentielle non plus. Ma pompe a fonctionné à toutes les demi-heures, vendredi et samedi. Continuellement, ma pompe fonctionnait. J'ai jamais eu une goutte d'eau. Je ne vois pas pourquoi qu'aujourd'hui, on a ça. Sur le golfe, ça a travaillé. Ils ont rempli un lac derrière chez moi. Il était tellement profond que la pelle mécanique est dans le trou et de mon balcon au deuxième, je voyais à peine la pelle mécanique. Là, ils n'ont pas travaillé, excusez-moi, ils n'ont pas repassé là depuis vendredi parce que le terrain est détrempé. Fait que comme on mentionne, l'eau s'en vient chez moi, en dessous de ma dalle, puis j'ai des problèmes. Là, j'ai la pompe, mais c'est pour fonctionner de même continuellement, c'est pas normal. Je vous entends.
que je peux... Pardon? Aujourd'hui, non, je n'ai pas de réponse, effectivement. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos urbanistes, nos inspecteurs vont sur le site régulièrement. Et puis, pour la suite des choses, tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens du service du génie des travaux publics sont à pied d'œuvre pour identifier les problèmes. Et je peux juste vous assurer que la Ville va vous accompagner à travers ce nouveau projet. Qui crée beaucoup d'émoi, je le comprends tout à fait. Excusez-moi, mais comme les assurances se doivent à trois réclamations, j'en suis à 2. Si j'ai encore un refoulement d'eau, je peux assurer. Il faudrait y voir, là, parce que c'est pas normal. On va obtenir les réponses le plus rapidement possible, puis on va être en contact avec vous. Dernière question, oui? Oui? Sol, parce que là, ça fait des mouvements. Puis pourquoi ne pas avoir une personne ressource directement, service du génie, qui vient nous expliquer qu'est-ce qui va arriver, avec tous les changements qui se produisent dans notre quartier. Oui. On a peut-être des réponses plus précises à nos demandes. OK. C'est noté. OK. Merci, M. Sénéchal. OK, on va donc passer maintenant à l'ordre du jour. Alors, au 2.1, pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame Laroche. Donc, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. Au 2.2, on a l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 20 septembre 2022. Donc, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 à 19h30. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au 2.3, on a la nomination du maire suppléant. Monsieur Girard. Oui, donc, si vous permettez, Monsieur le maire, j'aimerais, en guise d'introduction, parler de Monsieur Vincent Noël. Tout à fait, allez-y. Qui sera le prochain maire suppléant avec nous. Donc, Vincent, je le connais, ça fait un bout de temps, puis j'aimerais juste vous dire vous rassurer aussi que c'est une personne très, très intègre, et c'est un des plus créatifs parmi nous. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours impliqué et très, très proche de ses citoyens et qui est très soucieux d'améliorer les processus et aussi qui travaille très fort pour essayer de changer les choses, pour améliorer vraiment tout ce qu'on peut améliorer dans une ville. Donc, bravo Vincent. Et puis, la Prairie est chanceuse de t'avoir si besoin est. Je dis si besoin est parce que je m'apprête à vous faire, en fait, la proposition d'une résolution qui est pour Vincent comme maire suppléant. Et étant moi-même maire suppléant à l'heure actuelle, je peux vous dire que les gens, des fois, sont un peu confus parce que maire suppléant, c'est au cas où il arriverait quelque chose à notre maire ou si notre maire ne peut pas être à deux endroits en même temps, donc le maire suppléant prend le rôle du maire à ce moment-là pour aller au deuxième endroit qui ne peut pas être... où notre maire ne peut pas se présenter. Donc, ceci dit, je vais donc y aller avec la résolution. Donc, attendu qu'en l'absence du maire, le maire suppléant agira, entre autres, comme représentant de la ville à la MRC du Roussillon, à la Régie intermunicipale de police Roussillon et à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Je propose de nommer le conseiller Vincent Noël pour agir à titre de maire suppléant à compter du 16 novembre 2022 pour une durée de 6 mois. Et je propose d'autoriser le remboursement des frais et dépenses qu'il engagera à ce titre sur présentation de pièces justificatives. Voilà. Félicitations. Je vais l'appuyer. Félicitations. Félicitations, Vincent. Merci. On va donc passer au 2.4, le dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale. C'est un dépôt, Maître Patton? Ce sera déposé aux archives de la ville. Merci. Au 2.5, on a l'adhésion au partenariat des municipalités Amis du climat. Madame Laroche. Oui, alors avec plaisir. Attendu que le partenariat Municipalité Amis du climat est piloté par l'organisme Vivre en Ville, attendu que la Ville souhaite adhérer à ce partenariat,
Attendu qu'à titre de membre, la Ville bénéficiera, entre autres, d'un accompagnement personnalisé par Vivre en Ville dans le but de développer une solution d'aménagement pour agir sur le climat sur notre territoire. Attendu que Vivre en Ville possède à la fois l'expertise et l'expérience nécessaires pour accompagner la Ville dans le déploiement de solutions pratiques et pragmatiques pour la mise en action du projet « Une vision pour le cœur de la prairie », le tout sous l'aspect d'un aménagement durable et tenant compte des impacts climatiques ainsi que de l'adaptation à ces derniers. Je propose donc que la Ville adhère au partenariat Municipalité Amie du Climat, piloté par l'organisme Vivre en Ville, et d'assurer à Vivre en Ville le soutien et la participation active de la Ville au dit partenariat. Je vais l'appuyer avec plaisir. Merci. Au 2.6, on a l'appui pour l'implantation du hub agroalimentaire de la MRC de Roussillon au marché des jardiniers. Madame Simoneau. Oui. Alors, attendu que le MRC de Roussillon désire mettre en place le projet de hub agroalimentaire sur son territoire. Attendu que l'Association des producteurs maraîchers du Québec, APMQ, veut accueillir le hub agroalimentaire au marché des jardiniers de la Prairie. Attendu que l'APMQ a l'expertise, la volonté, la notoriété et l'emplacement pour accueillir ce projet structurant pour la Ville et la région. Attendu que le positionnement stratégique près de l'autoroute 30 et la notoriété du marché à l'échelle locale et régionale en font un site de choix pour y implanter un hub agroalimentaire. Je propose donc d'appuyer l'Association des producteurs maraîchers du Québec afin que le projet d'hub agroalimentaire de la MRC de Roussillon soit implanté sur le site du marché des jardiniers à la Prairie. Je vais l'appuyer. Merci. Au 2.7, on a la négociation d'une entente avec le ministère des Transports du Québec, le MTQ, pour un projet de feu rectangulaire à clignotement rapide. Monsieur Dion. Oui. Attendu que la présentation du projet des feux rectangulaires à clignotement rapide, FRCR, à l'intersection du boulevard Tachereau et des rues Saint-Paul et Longtin, dont la réalisation par le MTQ était planifiée pour 2024. Attendu qu'il est possible d'accélérer la réalisation des travaux si le ministère rembourse le coût des travaux à la Ville. Attendu qu'une entente de collaboration rendra possible que le ministère confie à la Ville la réalisation des activités de conception et de réalisation des travaux. Attendu que la Ville s'engage à utiliser les plans et devis du ministère, je propose de confirmer au ministère des Transports du Québec, par la présente résolution, la volonté de la Ville de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux avec le financement par le ministère pour ainsi accélérer la réalisation du dit projet. Que la Ville souhaite négocier puis signer une entente avec le ministère des Transports du Québec quant au partage des responsabilités et des coûts pour la réalisation du projet. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 3, consultation publique, on n'a rien. Au point 4, avis de motion, adoption de règlement. Donc, le 4.1, c'est la présentation et le dépôt du projet de règlement 1497-M relatif à l'adoption de pratiques de consommation et d'activités éco-responsables. Madame Laroche. Oui, alors ce projet de règlement a pour objet de favoriser la transition écologique dans la lutte au changement climatique, d'améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation énergétique, protéger notre ressource en eau et diminuer les sources potentielles de pollution sonore. Merci. Au 4.2, l'avis de motion 2022-21, encore une fois pour le règlement 1497-M relatif à l'adoption de pratiques de consommation et d'activités domestiques éco-responsables. Pour donner l'avis de motion, Mme Laroche. Oui, donc je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement 1497-M relatif à l'adoption de pratiques de consommation et d'activités domestiques éco-responsables. Merci. Au 4.3, on a la présentation et l'adoption du projet de règlement 1250-49, amendant le règlement de zonage 1250 afin de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires et aux constructions accessoires de type garage et remise pour le groupe communautaire et utilité publique. Monsieur Noël. Oui, donc c'est un projet de règlement pour régulariser les opérations du club de golf qui se trouve dans la zone rurale, là, sur la rue Saint-Raphaël, et leur permettre d'entreposer de l'équipement qui sert à l'entretien des terrains.
Donc, je propose de présenter et d'adopter le projet de règlement 1250-49. Oups. Un petit moment. Afin d'amender le règlement de zonage 1250 et de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires et aux constructions accessoires de type garage et remise pour le groupe communautaire et utilité publique. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'ajouter aux usages déjà autorisés à titre d'usage complémentaire à l'usage principal terrain de golf, un établissement avec service de boissons alcoolisées, donc 58-21. D'ajouter une superficie maximale distincte pour un garage de ce groupe d'usage, permettant à ces immeubles de construire des garages d'une taille plus importante que ce qui est actuellement autorisé. Toutefois, la superficie maximale autorisée pour les remises sera la même qu'auparavant. Que le Conseil mandate la greffière pour fixer, le cas échéant, la date et le lieu et l'heure de l'Assemblée publique de consultation. Je vais l'approuver. L'appuyer. Merci à vous deux. Je l'ai fait souvent. Au 4.4, alors encore une fois, c'est l'avis de motion 2022-22 pour le règlement 1250-49, amendant le règlement de zonage 1250 afin de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires et aux constructions accessoires de type garage et remise pour le groupe communautaire et utilité publique. Monsieur Noël, vous nous donnez l'avis de motion? Oui, donc je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement 1250-49, amendant le règlement de zonage 1250, afin de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires et aux constructions accessoires de type garage et remise pour le groupe communautaire et utilité publique. Merci. On passe au point 5, l'octroi de contrat. Le 5.1, octroi d'un contrat pour la fourniture d'un booteur avec opérateur. Je vous assure que tous les membres du Conseil ont été sur Google regarder c'était quoi un booteur. Non. Non? Bon, Monsieur Dion, alors allez-y pour proposer. Alors, un booteur, c'est un bulldozer dans la langue de Shakespeare. Donc, entendu que la Ville a procédé par demande de prix avec mise en concurrence auprès de 6 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour la fourniture d'un booteur avec opérateur pour 2 saisons hivernales, soit les saisons 2022-23 et 23-24. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Transport Camille Dionne 1991 Inc., au montant de 62 258,96 $. L.A. Hébert Limité, 120 723,75 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 50 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'un booteur avec opérateur pour les saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit Transport Camille Dionne 1991 Inc., au prix unitaire soumissionné pour un total de 62 258,96 $. La demande de prix TP-22-121-2. La soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose d'autoriser le directeur des services des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 5.2, le rejet d'une soumission, la soumission Génie 2022-13 pour des services professionnels CCTV pour les eaux parasitaires. Madame Simoneau. Oui. Attendu que la Ville a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour services professionnels concernant le pompage, le nettoyage et l'inspection caméra CCTV de conduite d'égouts collectrices sanitaires afin de réduire les eaux parasitaires dans le réseau, le cas échéant. Attendu qu'une seule soumission a été retenue et qu'elle n'a pas obtenu le pointage minimal de 70 points lors de l'analyse ayant eu lieu le 6 octobre 2022. Attendu que l'enveloppe de prix n'a donc pas été ouverte et a été retournée au soumissionnaire. Je propose de rejeter la soumission analysée le 6 octobre 2022 dans le cadre de l'appel d'offres portant le numéro Génie 2022-13 pour services professionnels CCTV eaux parasitaires et d'autoriser le service du Génie à effectuer un nouvel appel d'offres ou une demande de prix au moment opportun. Je vais l'appuyer. Merci.
Au point 6, communication, on n'a rien. Au point 7, finances et services administratifs. Le 7.1, l'approbation d'une liste de comptes et salaires. Madame Major. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 822 674,93 $ pour des activités financières, de 111 119,17 $ pour les activités d'investissement et de 450 017,10 $ pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 8, génie, on n'a rien. 9, greffe et affaires juridiques. 9.1, une résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014. Monsieur Noël. Oui, donc c'est une résolution qui va nous permettre de récupérer environ 27 000 $. Donc vous allez entendre plusieurs chiffres, là, mais c'est celui qui est le plus important à garder en tête. Donc, attendu que la Ville de la Prairie est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's et que celui-ci couvre la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014. Attendu que les fonds de garantie d'une valeur de 649 992 $ fut mis en place, afin de garantir ce fonds de garantie dans la responsabilité civile et primaire et que la Ville de la Prairie y a investi une quote-part de 50 289 $, représentant 7,74 % de la valeur totale du fonds. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur, attendu que la Ville de la Prairie confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014, attendu que la Ville de la Prairie s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014. Je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je vais l'appuyer. Merci. Au 9.2, une résolution désignant un immeuble sur lequel le droit de préemption est exercé et qui pourra être ainsi acquis aux fins de construction de bâtiments municipaux. Monsieur Girard? Oui, donc encore une fois, je vais vous servir une petite introduction. Ça sera peut-être plus facile de comprendre la résolution. Donc, la Ville doit absolument signifier son intérêt pour se prévaloir du droit de préemption. Et le droit de préemption, là, je vois beaucoup de points d'interrogation dans vos visages. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un premier droit de regard pour acheter un terrain ou pour acheter un immeuble. Donc, la Ville a, à ce moment-là, quand on a exercé notre droit, on a un droit de premier regard. Donc, on va dire, bon, ben, on va nous l'acheter avant un autre acheteur potentiel. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce cas-ci. Donc, attendu, le règlement numéro 1495-M déterminant les secteurs sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et les fins pour lesquelles les immeubles peuvent être ainsi acquis, je propose d'assujettir au droit de préemption aux fins d'habitation et de construction de bâtiments municipaux l'immeuble suivant, identifié au moyen de son numéro de lot de cadastre du Québec, circonscription foncière de la Prairie, c'est-à-dire 1 916 919, résidence La Belle Époque, et de mandater le service de greffe et des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet. Donc, encore une fois, juste avant de conclure, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'achèterait ou qu'on va l'acheter. Ça veut juste dire que si, par contre, un acheteur potentiel veut acheter, par exemple, l'édifice de La Belle Époque, qu'on aura un premier droit de regard pour nous l'acheter avant cet investisseur-là. Voilà. Je vais l'appuyer. Merci.
Au 10, loisirs, culture, bibliothèque, le 10.1, pour une autorisation de signature pour l'entente intermunicipale relative au programme Les Pestacles. Monsieur Dion. Oui, je vais le faire. Attendu qu'il y a lieu de revoir les modalités de fonctionnement du programme Les Pestacles, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville une nouvelle entente intermunicipale avec les villes de Candiac, Sainte-Catherine et Saint-Constant relative au programme Les Pestacles. Cette entente a pour objet l'association des dites villes afin d'obtenir 4 spectacles annuellement s'adressant aux enfants et remplace l'entente signée en 2017 par les mêmes villes. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le point 11, ressources humaines. Bon, désolé, c'est une question de procédure. Il faut passer une résolution à la fois. Donc, le 11.1, c'est pour l'embauche d'une pompière à temps partiel au service de sécurité incendie. Madame Plante-Hébert. Oui, alors je propose d'embaucher Mme Anne-Sophie Galland à titre de pompière à temps partiel au service de sécurité incendie. La date prévue d'entrée en fonction est le vers le 24 octobre 2022 et elle sera soumise à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Au 11.2 pour l'embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. Madame Fontaine. Chacun son pompier. Donc, je propose d'embaucher M. Mathieu Lécuyer à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. La date prévue d'entrée en fonction est ouvert le 24 octobre 2022. Il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Au 11.3, l'embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. Madame Simoneau. Je propose d'embaucher M. Antoine Pagé à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. La date prévue d'entrée en fonction est vers le 24 octobre 2022. Il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Au 11.4, l'embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. Madame Laroche. Oui, je propose d'embaucher M. Justin Langelier à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. La date prévue d'entrée en fonction est vers le 24 octobre 2022 et il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.5, l'embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. Madame Major. Oui, je propose d'embaucher M. Philippe Plante à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. La date prévue d'entrée en fonction est ouvert le 24 octobre 2022 et il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Et au 11.6, l'embauche d'un pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. Monsieur Dion. Je propose d'embaucher M. Philippe Verrucci à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. La date prévue d'entrée en fonction est vers le 24 octobre 2022. Il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. On passe donc au 11.7 pour 2 appels d'offres de services professionnels de l'Union des municipalités du Québec afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Madame Major. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité ou du travail en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Attendu que la Ville de la Prairie désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ. Attendu que l'adhésion à une mutuelle permet à la Ville d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité au travail. Attendu que la Ville de la Prairie participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ. Attendu que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des services professionnels via un premier appel d'offres de services financiers et dans un deuxième appel d'offres des services de prévention et de gestion. Attendu que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres publiques pour octroyer les contrats. Je propose que la Ville de la Prairie confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, que la Ville confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et de services de prévention et de gestion et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats, comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires et à qui les contrats seront adjugés, que la Ville s'engage à payer annuellement à l'UMQ
les frais de gestion de 4 sous par 100 $ de masse salariale assurable à la CNE-SST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.8, une autorisation de signature pour un accord sur les conditions de travail des employés cadres pour la période de 2021 à 2027. Monsieur Dion. Oui, je vais le faire. Je propose d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à signer l'entente à intervenir entre les villes et le groupe des employés cadres concernant les conditions de travail des employés cadres. Cette entente en vigueur à la date de sa signature, à l'exception de la nouvelle structure salariale et de l'uniformisation de la prime de garde, qui, elle, entre en vigueur au 1er janvier 2023 et le demeure jusqu'au 31 décembre 2027. Elle a une portée rétroactive sur l'indexation des salaires et des primes au 1er janvier 2021. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 12, sécurité incendie et sécurité civile, on n'a rien. Au point 13, travaux publics. Le 13.1, le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité de circulation et de mobilité active le 7 septembre 2022. Maître Patton. Oui, ce sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci, Maître Patton. Le 13.2, des recommandations du comité de circulation et de mobilité active du 7 septembre 2022. Madame Major. Oui. Attendu la réunion du comité de circulation et de mobilité active tenue le 7 septembre 2022, je propose d'approuver les recommandations du comité de circulation et de mobilité active suite à sa réunion du 7 septembre 2022, sous réserve de l'adoption des résolutions du conseil municipal nécessaires dans les cas applicables. Je vais l'appuyer. Merci. Le 13.3 pour l'ajout et la modification de signalisation sur la rue Saint-Henri et le boulevard de Palerme. Monsieur Girard. Oui, donc attendu les recommandations faites par le comité de circulation et de mobilité active lors de la séance du 7 septembre 2022, je propose d'ajouter la signalisation d'interdiction de stationnement sur la rue Saint-Henri, soit de part et d'autre de l'accès au stationnement du complexe Le Partage, la voûte, sur une distance de 4 mètres de chaque côté, et ce, de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi, et de modifier la signalisation sur le boulevard de Palerme comme suit, d'interdire le stationnement du 1er décembre au 31 mars sur le boulevard de Palerme en direction du chemin Saint-Jean pour la portion débutant 5 mètres après la rue du Parc des Érables et se terminant 5 mètres avant l'entrée de la Caisse des Jardins. Je vais l'appuyer. Merci. Au 14, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Le 14.1, c'est le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 21 septembre 2022. Maître Patton. Merci à vous. Le 14.2, des dérogations mineures. Donc, nous avons des demandes de dérogations mineures. Monsieur Noël. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est une demande qui à propos de l'immeuble sur le coin de Tachereau et Saint-José, où est-ce qu'il y a les fenêtres sédicales présentement, il sera requalifié pour accueillir un autre commerce. Et fenêtres sédicales demeure à la Prairie, donc il va être sur Saint-Ignace maintenant à partir du mois de décembre. Donc, attendu que la demande de dérogation mineure suivante est présentée au conseil municipal. Donc, le numéro de la dérogation mineure, c'est le 2022-059. Pour le 1055 boulevard Tachereau. La demande de dérogation mineure vise la requalification de l'immeuble commercial ayant 3 non-conformités. Le conteneur à matière résiduelle sera situé en marge avant secondaire, alors qu'en vertu du tableau de l'article 438 du règlement de zonage numéro 1250, un conteneur à matière résiduelle peut être situé uniquement en marge latérale ou en marge arrière. Deuxièmement, les cases de stationnement en marge avant secondaire seront à 1,4 m de la ligne de la rue, alors qu'en vertu de l'article 586 du règlement de zonage numéro 1250, elles doivent être à 3 m de la ligne de rue. Et la troisième dérogation, les aires d'isolement de chaque côté de l'allée d'accès seront d'une largeur de 1,8 m chacune, alors qu'en vertu de l'article 643 du règlement de zonage 1250,
Une aire d'isolement entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement doit être d'une largeur de 2 mètres. Donc, le numéro de la recommandation du CCU est le 2022-059. Attendu la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme le 21 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle par rapport à une démonstration de... Oui? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit pour la Saint-Ignace. Qu'est-ce qu'elle a à voir sur la fenêtre? Donc, c'est fenêtres sénécales, porte et fenêtres sénécales, qui est présentement dans l'immeuble, qui vont déménager sur la rue Saint-Ignace. Ben, l'adresse est sur le building, si vous voulez aller voir, là, mais c'est ça. Le commerce l'a déjà affiché dans sa fenêtre qu'à partir de décembre, ils vont tenir le commerce là-bas, sur Saint-Ignace. OK. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer la... Oui, donc je propose d'accorder la dérogation mineure ci-dessus mentionnée, les attendus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Au 14.3 des PIIA, donc on a des demandes de PIIA, Comité consultatif d'urbanisme, pour la séance du 21 septembre 2022. Madame Major. Oui, Monsieur le Président. Attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Donc, le premier, c'est la même adresse là, pour laquelle la dérogation mineure était demandée. Donc, c'est le 1055 boulevard Tachereau. C'est un projet de rénovation extérieure et d'aménagement extérieur. Et la recommandation du CCU était le numéro 2022-060. Donc, vous pouvez voir maintenant là, le nouveau commerce là, qui est proposé d'être là. Donc, ça serait un concessionnaire là, Genesis Occasion. Il fermerait, dans le fond, il se trouverait à tout refaire, l'extérieur, puis harmoniser. Maintenant, il y a eu 2 agrandissements, là, donc ça se trouverait à être harmonisé là, avec un bâtiment qui serait tout de la même couleur. Là. Donc, on verrait moins là, les agrandissements par l'arrière. Et puis, tout l'entreposage des voitures là, se ferait à l'arrière. Et c'est ça, ils ont mis beaucoup de travail sur les plantations, puis essayer de rendre ça, là, de rendre l'édifice le plus discret possible, parce que dans l'entourage, les édifices ne se ressemblent pas tous, puis il n'y a pas vraiment une uniformité là, qui est difficile. Donc, cette uniformité-là est difficile à obtenir. Là, donc, d'avoir beaucoup de plantations aux alentours, puis de fermer là, l'entrée à partir de Tachereau, là, ça va rendre ça un petit peu plus discret. Pour je sais qu'il y a plusieurs diapos. Là, on peut les passer là, une après l'autre. OK, il y en avait juste une pour celui-là? Okay. OK, parfait. Donc, la deuxième demande, c'est pour le 1950 chemin de Saint-Jean. C'est un projet concernant une clôture. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est la 2022-061. Donc, la demande était pour, dans le fond, c'est des maisons en rangée. Tout le monde a une clôture dans ce bloc-là, sauf cette unité-là. Donc, le fait d'ajouter la clôture, évidemment, ça uniformise là, les 4 unités. Par contre, ce que le comité consultatif d'urbanisme préférait, c'est d'avoir une clôture qui longe le mur latéral. Comme là, on voit que ça fait un crochet, là, mais le comité consultatif d'urbanisme demande que ça soit en prolongement là, du mur latéral pour éviter des problèmes de déneigement, parce que la rue qui est là est très étroite, puis pour éviter des problèmes aussi là, avec la végétation existante. Alors, ça, c'est pour le deuxième. Le troisième, c'est le 100 chemin de Saint-José. C'est un projet... 1000, oui, merci beaucoup. Projet de rénovation extérieure aussi. Donc, la recommandation du CCU est la 2022-062. Le propriétaire ou le requérant demandait de repeinturer ce que vous voyez en jaune,
n'était pas en jaune, c'était en vert. Alors, c'était repeinture en jaune. Par contre, ça va à l'encontre des règlements. Là, ce qui est souhaité, c'est des teintes sobres. Donc, la recommandation du CCU est de repeinturer en bleu foncé qui fait partie du logo, là, dans le fond, de l'entreprise aussi, là. La quatrième demande, c'est le 1775 chemin de Saint-Jean. C'est un projet d'aménagement extérieur. Le numéro de recommandation du CCU, la 2022-064. Vous voyez le petit carré jaune en arrière. Dans le fond, ce sont des structures qui vont être érigées pour faire de la formation pour les gens qui travaillent en télécommunication, donc leur apprendre à grimper là, dans les structures. C'est à l'arrière de Canyon Escalade. Donc, alors, la recommandation a été adoptée telle quelle là, par le CCU. La dernière demande est le 30 boulevard Tachereau, au local 100. Donc, c'est un projet de rénovation extérieure. La recommandation du CCU est la 2022-065. Donc, normalement, il n'y avait pas de commerce en arrière là, de cette bâtisse-là. Donc, il demande d'ouvrir une porte sur le mur, le côté latéral, et d'avoir ça serait un torréfacteur là, qui serait à l'arrière. Le CCU a travaillé là, dans le fond, on a regardé le projet 2 fois. Ce qui est important, c'est s'assurer de la sécurité des piétons qui arrivaient du stationnement avant ou arrière. Donc, il va y avoir des marches des deux côtés avec un garde-corps puis des bollards en acier là, pour assurer la sécurité des piétons. Puis, un auvent là, pour indiquer l'entrée. Alors, c'était notre dernière demande de PIA. Donc, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 21 septembre 2022, je propose d'approuver les demandes submentionnées, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Toujours dans le 14.3, une résolution de refus pour la demande de PIA numéro 2022-060 concernant une enseigne assujettie au secteur PIA industriel au 1000 chemin Saint-José. Monsieur Noël. Oui, donc attendu la demande de PIA numéro 2022-060 visant le remplacement de l'enseigne murale pour une entreprise de location de mini-entrepôts située au 1000 chemin Saint-José. Attendu que l'enseigne proposée est de type boîtier sans relief. Attendu que la recommandation numéro 2022-063 émise par les membres du comité consultatif en urbanisme à cet effet est négative. Attendu que le projet ne rencontre pas l'essentiel des objectifs et critères d'évaluation applicables à ce projet, je propose de refuser la demande de PIA numéro 2022-60 concernant une enseigne pour le bâtiment situé au 1000 chemin Saint-José, tel que montré sur les documents préparés par Zone Enseigne et Éclairage, daté du 8 septembre 2022. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Et on passe maintenant au 14.4, le remplacement d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Noël. Oui, donc je propose de remplacer M. Éric Cyr par M. Carlos Coronado à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme à compter de ce jour. M. Coronado aura un mandat se terminant le 19 avril 2024. Monsieur le Président, avant de demander le vote, j'aimerais que les conseillers, on puisse avoir un débat sur la question. Donc, tout d'abord, M. Cyr a été nommé comme membre du CCU, membre bénévole, en janvier 1998. Donc, ça fait 24 ans que M. Cyr est bénévole à la Ville. Ce que je comprends, c'est qu'à la dernière séance du Conseil, à la période des questions, M. Cyr s'est avancé, a demandé à M. le maire pourquoi il n'était pas présent au sommet de l'UMQ, le sommet électoral. Et M. le maire, je pense, je vais paraphraser, avait répondu qu'il y avait des réunions. Et ce dernier lui a dit c'était si important que ça, tourne la polio. Là, on va paraphraser, là.
Moi, c'est ce que j'ai compris. Après 24 ans de service, on a une rencontre de 5 minutes avec M. Cyr, même pas, là, on parle de 2 minutes juste avant un CCU, pour lui dire qu'il enfreint le code d'éthique et de déontologie d'un membre de comité, sans en dire plus, en disant que le lien de confiance était brisé. Je sais qu'il y a eu une réunion téléphonique ou sur Teams là, avec M. Cyr qui a duré un gros 2 minutes, sans lui expliquer valablement les raisons pour lesquelles il était renvoyé du comité. Je pense que, puis si on se réfère d'ailleurs à ce cas de déontologie et d'éthique que les membres des comités doivent en théorie signer, il doit y avoir une gradation des conséquences ou des sanctions. Hein. Je pense que le fait, peut-être, oui, de la façon qu'il s'était exprimé, c'était peut-être insolent ou impoli, là, mais je ne pense pas que ça mérite un renvoi après 24 années d'un comité. Je suis quand même stupéfaite que on parle ici de remplacer M. Éric Cyr, qu'on ne parle pas des raisons pour lesquelles M. Cyr se fait renvoyer de son action bénévole après 24 ans parce qu'il aurait froissé M. le maire. Me semble, s'il y avait eu vraiment un problème, là, ça aurait été peut-être possible d'aller s'asseoir avec M. Cyr, de lui expliquer que peut-être c'est pas quelque chose que ce conseil-ci va tolérer et que, bon, de se replacer parce que sinon, il va y avoir un avertissement écrit ou, ultimement, le renvoi du comité. Là, on arrive avec une action qui est assez drastique, là. Donc, moi, j'aimerais entendre l'avis des gens ici par rapport à la décision. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir une proposition comme ça? Je pense que c'était l'idée de M. Noël. Je vais peut-être lui demander de s'exprimer. Ben, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Puis je pense que c'est moi qui ai le dernier mot sur la discussion, là, à moins qu'il y ait d'autres mondes qui ont à discuter là-dessus. Là, mais... C'est bon, M. le maire. Ben, je pense qu'effectivement, on parle ici de déroger au code d'éthique et de déontologie. Je tiens à préciser que l'article 70.1 de la loi sur les cités et villes stipule que le Conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Ben, moi, j'avais dit que je n'étais pas d'accord lors de la dernière séance d'études aussi. Je trouve que c'est un peu drastique aussi, là, après 24 ans de bénévolat. En plus, qu'on a perdu beaucoup de monde à l'urbanisme, donc on n'a plus la mémoire de l'urbanisme, de laisser aller un bénévole qui a quand même un historique avec nous. Je pense que c'est une grosse perte pour la ville. C'est mon avis. C'est noté. Oui. Ah, non. Ben, moi, je vais un peu dans le même sens. Je ne suis pas d'accord avec la façon que M. C s'est adressé. Puis je pense qu'à long terme, c'est pas que je suis quelqu'un de... C'est dans ma nature. J'aime pas ce genre de... Mais en même temps, je suis d'accord, la conséquence est élevée pour quelqu'un qui s'est donné depuis 24 ans. On ne peut pas accepter qu'on commence à parler comme ça dans les séances du conseil puis à regarder la vie privée des élus, même si c'est un poste privé, là, un poste public, je veux dire, donc tout le monde peut... Mais je ne suis pas d'accord avec le fond, mais je trouve que la conséquence est énorme pour quelqu'un qui s'est impliqué pendant 24 ans. C'est là où ça me chicote un peu. Donc, je demande officiellement le vote là-dessus. Donc, puisque le vote est demandé au point 14.4 pour le remplacement des membres du comité consultatif d'urbanisme, je vais commencer à ma gauche. Madame Plante-Hébert. Le vote contre, je tiens simplement à préciser que ce n'est pas contre M. Carlos Coronado, c'est simplement pour le remplacement de M. Cyr. Monsieur Girard. Je suis pour. Madame Major. Je suis pour. Madame Simoneau. Je suis pour. Madame Fontaine. Je vote contre. Monsieur Noël. Je suis pour. Madame Laroche. Je vote pour. Et Monsieur Dion. Je vais voter contre, mais je pense que c'est important qu'on s'assoie et qu'on regarde de quelle façon on va procéder à l'avenir. Si on met tout le monde dehors à la moindre anicroche, on n'aura plus personne dans nos comités. C'est
place aux citoyens avant tout, en fait. Il faut donner, même si on n'est pas d'accord, il faut. C'est la première fois qu'il y a un citoyen qui est renvoyé là, d'un comité. C'est noté. Je pense qu'on peut régler beaucoup de choses en discutant. Exactement. On pourra en discuter au Conseil par la suite. Donc, étant donné qu'il y a 5 votes pour et 3 votes contre, je déclare que le remplacement d'un membre du comité consultatif d'urbanisme est adopté. Ensuite, au 15 Varia, on n'a rien. Au 16, à la période d'intervention des membres du Conseil, pardon. Est-ce que des membres voudraient s'exprimer? Oui, moi j'aimerais bien. J'aimerais juste rappeler la fête de l'Halloween le 29 octobre, qui est un samedi. Ça se passe dans le Vieux-la-Prairie, de 18h à 21h30. Il y aura entre autres promenade illuminée, distribution de bonbons et animation. Est-ce que d'autres membres voudraient? Oui, tant qu'à faire. René Ré, c'est ce vendredi au Théâtre du Vieux-la-Prairie. Donc, tous les mois, il y a un spectacle. Ceux qui étaient là la dernière fois, je peux vous jurer qu'ils sont là encore cette semaine, parce que c'était vraiment bon. Et il y a l'Expo Concours aussi, du 13 au 10 novembre, du 12 au... Excusez-moi. Je l'ai plus donné. C'est du 10 au 13 novembre. L'Expo Concours au Centre Guy Dupré. Ça aussi, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Et le vernissage jeudi soir, puis ensuite l'exposition toute la fin de semaine. Je vous invite à aller faire un tour, c'est très intéressant. Merci. Oui, alors moi, j'aimerais aussi m'exprimer, intervenir. C'est sur le sujet dont on vient d'aborder. Je trouve que c'est le débat que j'ai essayé de faire, malgré qu'il n'y en a pas vraiment eu. C'était au niveau de la transparence. J'aurais aimé pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles, véritablement, M. Cyr s'est fait renvoyer de son comité. On n'a pas vraiment eu de réponse ici. M. Cyr non plus n'en a pas eu de réponse lors de sa rencontre Teams. Je trouve qu'on s'avance vraiment sur une pente glissante parce qu'on le sait, M. Cyr avait été identifié plus politiquement avec le parti de l'équipe d'Au-Nasser et ça semble beaucoup être une conséquence de ça. Et depuis le début, on n'a pas voulu renouveler son mandat au CCU. Finalement, oui, juste pour 6 mois, puis ensuite, ça a été des mandats de 2 ans. Monsieur Girard, vous pouvez faire des simagrées tant que vous voulez, là, mais c'est ma période d'intervention. Oui, allez-y. Merci. Donc, ce que je trouve, c'est que ça donne un bien mauvais exemple pour les gens qui veulent décider de s'impliquer dans la ville et dans les comités. C'est-à-dire que si on ne pense pas comme place aux citoyens et non pas le conseil, on va se faire remercier. Donc, je pense, bien, c'est ma façon que je vois les choses, puis je voulais exprimer en privé aussi, et j'ai envie qu'on soit plus transparent. Vous proposiez le fait de faire de la politique autrement, et c'est pas ce que je vois ici, là, c'est une régression. Madame, donc, merci. Moi, Madame, j'aimerais ça, moi aussi, suite à cette intervention-là, je me suis donné, j'avais en fait un droit de réserve. Je m'étais donné une petite gêne. Je m'étais gardé une petite gêne, en fait, pour ne pas intervenir là-dessus. Mais les raisons qui sont évidentes, là, je vais vous en parler, en fait, là, concrètement, c'est qu'il y a eu un manquement au code de déontologie qui a été signé par M. C. Et puis, dans ce code de déontologie-là, on fait état, justement, du fait qu'il doit respecter les membres du conseil dont fait partie le maire et les membres qui font partie du comité comme tel. Et le maire fait partie de ce comité-là là, automatiquement. Ce qui n'a pas été le cas, évidemment, là, avec son intervention à la dernière période de questions de la dernière séance du Conseil. Et ce qui le met malheureusement dans une position où on sent, plus qu'on sent, qu'on constate, en fait, un parti pris. Et malheureusement, le comité d'urbanisme est un comité qui fait des recommandations directes au conseil de ville. Et en se mettant dans cette position-là, n'est plus impartial par rapport au conseil de ville. Et ces recommandations sont teintées, évidemment, à ce moment-là. Donc, le conseil de ville qui doit regarder les recommandations comme telles de ce comité-là, dont fait partie M. Cyr, à ce moment-là, deviennent difficiles à supporter. C'est ça qu'il faut comprendre, là, je pense, dans cette situation-là.
Et c'est, je pense, la raison la plus importante qui a mené à cette action-là par le conseil de ville. Et puis de dire que Place aux citoyens, ou peu importe, agit comme ça, alors que c'est pas ce dont on avait parlé, par exemple, dans la campagne électorale, c'est totalement faux. D'ailleurs, M. Cyr est demeuré sur le comité, malgré son affiliation évidente avec le Parti d'O Nasser. Donc, de mentionner ça, je pense que on est complètement à côté de la traque, là, selon moi, là. Ben, je veux juste rajouter quelque chose parce que je me souviens d'avoir demandé à M. Noël si M. Cyr ne faisait pas bien son travail au CCU, puis il m'a dit qu'il n'y avait rien contre lui au CCU. Donc, ça n'a aucun bon sens ce que vous venez de dire, là. Ça ne tient pas la route, là. Je veux juste rajouter ça. Je tiens à rappeler pour ma part que quand on parle de partisanerie, ce n'est pas du tout une décision partisane, c'est un manquement à un code de déontologie. Je rappelle que des membres de l'équipe de d'O Nasser font partie des comités. Certains membres sont présidents de comités et il n'a jamais été question de leur enlever la présidence du comité, par exemple, des loisirs, du comité d'urbanisme. Madame Plante-Hébert, vous faites partie de ce comité aussi. Donc, en ce qui me concerne, et je le répète, il s'agit tout simplement d'un manquement à un code de déontologie qui crée un bris de confiance dans le comité d'urbanisme. J'ai une intervention aussi. Je tiens à préciser que la description qu'a faite Mme Plante-Hébert de l'intervention de M. Cyr n'est pas exacte. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous invite à regarder la dernière séance du Conseil. Merci. Est-ce qu'on passe à la deuxième période des questions? Alors, allons-y pour la deuxième période des questions. Oui? encore. J'ai 3 petites questions. On va commencer pour les plus légères. La première, c'est la piste de cyclable entre, t'as de la bonne nouvelle, entre Brossard et la Prairie. Oui. Qu'en est-il de l'autre petite piste autour de la Citière? Je suis un cycliste et puis je trouve que c'est bosselé un peu là. Qu'est-ce qu'en est-il? Est-ce que c'est dans les cartons? C'est dans les cartons, effectivement. Ça fait partie du plan triennal d'immobilisation. Fait que oui, c'est dans les cartons. Pour l'an prochain? Oh, ça, je me souviens plus exactement. C'est... 23. Faudra voir. OK. Non, mais c'est dans les cartons. Puis, d'accord. OK. Qui seront faits. L'autre petite question, c'est l'embauche de policiers... de pompiers? Pompiers temporaires. Oui. En tant que policier retraité, est-ce qu'il y a eu un contrôle sécuritaire? Est-ce qu'il y a une enquête qui est menée avant d'engager ces personnes-là? Tout à fait. Il y a des vérifications d'antécédents judiciaires qui sont faites. Ah, bon, ça répond à ma question. Et la troisième et la dernière, et non la moindre, pourquoi ne pas avoir une réunion? Parce que toutes les questions qui sont posées ici, ça soulève des questions à chaque réunion du Conseil. Et là, comme on a fait pour AirTod, il y a eu des assemblées spéciales. Et là, on peut avoir les intervenants qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent pour répondre à ces questions-là. Je ne sais pas, ce serait quelque chose qui serait intéressant à considérer pour avoir les réponses à nos questions. Ça peut être le service de génie, ça peut... Je suis sûr que ça serait très intéressant, puis je pense que la population serait intéressée par ça aussi. Dans certains cas particuliers, effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer. Je sais que ça se fait, par exemple, lors du dépôt du budget, le directeur des services administratifs et financiers vient répondre à des questions, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait étendre à d'autres services dans des cas bien précis. Oui, c'est ça. Okay. Ben, merci. C'était ça mon intervention. C'est moi qui vous remercie. Fin de soirée. OK. Bonsoir. Mon nom est Philbert Lazare, 215 La Prairie. En fait, je suis content de voir qu'il y avait des citoyennes ici qui ont posé la question au sujet des pompes submersibles et puis de la paix anti-retour. J'ai eu à parler avec mes voisins et puis je pense que j'ai parlé à 4 de mes voisins dans ma rue. Ils ne sont même pas au courant du règlement municipal. Bon, en fait, je lis et puis je suis au courant du règlement, mais je me demande est-ce que la Ville s'engage à faire une campagne de sensibilisation ou quand même une communication pour que tous les citoyens soient au courant de ce règlement-là pour pouvoir
donner le plus d'informations possible pour qu'on puisse savoir ce qu'il y en est exactement. Mais comme, oui, comme je l'ai... une question? Oui, Madame Major? Je voudrais juste savoir, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes sources d'informations. Alors moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les gens ici utilisent comme source d'information. Parce qu'il y a le site web, il y a le reflet. Est-ce qu'il faut aller porter des avis aux citoyens à chaque porte? Fait que le but, c'est que ça fonctionne. En fait, moi je l'ai lu dans le reflet, et puis je l'ai lu sur le site de la Ville aussi. Okay. Mais sauf que, bon, j'imagine, je pense que c'est pas tous les citoyens qui vont s'abreuver dans ces sources d'informations-là. Donc, je me demande, est-ce qu'on va faire, est-ce que vous engagez à faire cette campagne de sensibilisation? Il semble qu'on ait beaucoup qui ne sont pas au courant de ces règlements-là. Oui, bien, comme je l'ai dit tantôt, effectivement, on va en parler avec le service des communications. Et puis, je pense qu'il y a probablement lieu de refaire une deuxième campagne d'information par rapport à ce règlement avec les pompes submersibles et les clapets anti-retour. Okay. Merci. Je peux rajouter un petit commentaire? Allez-y, oui. Toujours concernant la fameuse pompe anti-retour, etc. Moi, je pense sincèrement que les gens unilingues anglais ne lisent pas, donc ne sont pas au courant. Mon voisin immédiat ne dit pas un mot français. Je suis persuadée qu'il ne va pas sur le site ou lire le reflet. Il prend son Publisac puis le met dans sa poubelle. Fait que c'est sûr et certain qu'il ne lit pas les commentaires. Il y aurait peut-être un moyen, il y aurait peut-être eu un moyen avec les taxes, le compte de taxes, envoyer un avis à ce moment-là. Suggestion comme ça. OK. Merci, Madame. Alors, oui, Madame Martin. Moi, c'est un commentaire. Je tiens à remercier Madame Marie-Ève Plante-Hébert pour son intervention au niveau de la personne, du bénévole, au niveau du comité de l'urbanisme. J'ai aimé votre façon d'expliquer, puis vos propos. Puis ça a été dit de façon sincère. Je veux aussi vous dire mon étonnement de la façon que ça a été discuté autour de la table, ce sujet-là. Je n'ai pas perçu qu'il y avait beaucoup de transparence. Je n'ai pas tout à fait compris, moi, comme citoyenne, les motifs du renvoi de cette personne bénévole-là depuis tant d'années. Je suis certaine que c'est probablement pas pour des motifs politiques, parce qu'il était de l'équipe de M. Donasser. J'étais là à la dernière rencontre du conseil municipal, donc j'ai été témoin de l'intervention, peut-être maladroite, ou on peut la qualifier, peu importe, là. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que, je pense, M. Noël, vous êtes directeur, vous êtes responsable du comité. C'est ça que j'ai perçu. Est-ce que c'est ça? La réaction tout de suite de dire, je suis en charge du comité, puis je peux le faire. Moi, je suis citoyenne, puis j'entends ça. J'ai comme été, hey, wow, tu sais. Et la façon que ça a été discuté au niveau de tous les membres, moi, je veux vous dire que j'ai ressenti un malaise comme citoyenne. Je pensais que c'était pour être plus ouvert. Et je croyais vraiment qu'au niveau de la ville, on pouvait régler ces conflits autrement. Parce que c'est un conflit entre deux personnes. Puis, vous savez, j'ai passé, en tout cas, toute ma carrière œuvrée dans l'enseignement, puis je pense qu'on peut les régler de façon pacifique. Je peux juste vous dire que j'ai été fort étonnée d'entendre ça de mes élus. Puis, en tout cas, je reste avec un goût amer. Merci, Madame Martin. On va, oui. Une dernière question? Oui. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de légiférer sur ce qu'on appelle le transport actif, que sur la piste cyclable, parce que là, c'est rendu que tout ce qui est électrique est considéré et permis sur la piste cyclable. C'en est dangereux, là. L'autre fois, j'ai vu un véhicule qui était électrique, là. Il était plus gros qu'une Smart.
c'est un tuk-tuk, là. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est Mme Delcem, oh, c'est oui, bien c'est ça? vrai, Oui, Mme Delcem. Oui, dans le Vieux-la-Prairie. Oui. Oui. Madame Demsel, le partage de la route sur les pistes cyclables est en effet un sujet d'actualité. Je pense qu'en ce qui me concerne, c'est ça. On reconnaît le problème. Il y en a été question dans les médias, d'ailleurs. C'est pas seulement à la Prairie, c'est un peu partout à travers la province qu'il y a des problèmes de partage de la route au niveau des pistes cyclables. La vitesse, effectivement, les piétons. En tout cas, oui, on est conscient du problème, mais pour le moment, il n'y a pas été question de légiférer à ce sujet. Est-ce que je peux faire une intervention? Oui, allez-y, Mme Major. On en a parlé au comité de circulation et de mobilité active, parce qu'effectivement, là, c'est un point qui avait été soulevé. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui n'ont pas d'odomètre. Donc, même si on mettait une limite, puis il n'y a absolument rien, malheureusement, dans le Code de sécurité routière que les policiers pourraient appliquer sur une piste cyclable, parce qu'on n'est pas sur une route, c'est une piste cyclable. Puis même si on voulait donner des constats pour de la vitesse, bien, si les gens n'ont pas d'odomètre, donc la plupart des vélos électriques, tout ça, ils ne peuvent pas vérifier leur propre vitesse, donc ils ne pourraient même pas émettre des constats. Alors, la seule chose qui pourrait être probablement interdite, c'est un véhicule, justement, là, comme un petit scooter. Là. S'il y a un scooter qui allait sur la piste cyclable, évidemment, là, il y aurait une infraction. Mais malheureusement, je pourrais peut-être dire le Code de sécurité routière n'est peut-être pas à jour là, à ce niveau-là. Il y a des speedomètres quand même. Hein? Moi, que je passe à côté, comme sur la rue... Les afficheurs de vitesse, c'est ça quand... Tu vois ta vitesse, il va fonctionner à côté du cégep, à côté du Magdalene, la même chose. Tu vois ta vitesse. Ils peuvent mettre ça, ils vont savoir. Ils dépassent la vitesse. Ça marche? Je prends note. Merci. Alors, merci tout le monde. On va donc procéder à la levée de la séance. Monsieur Girard? Oui, donc à 21h02, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.